Il y en a un qui doit pas juste sa carrière, il le dit, il dit « je dois ma vie à John Milius ». C'est qui? C'est Steve Canally. Steve Canally, qui est connu justement parmi les Ray Krebs dans Dallas. Mais comment est-ce qu'il a pu être là où il est, Steve Canally? Tu connais l'histoire de Steve Canally, Christian? C'est incroyable. Steve Canally était un vétéran du Vietnam et qui faisait partie de la First Air Cav, la division de Robert Duvall dans Apocalypse Now. Milius s'était lié d'amitié avec lui dans un stand de tir. Steve Canally, à son retour du Vietnam, avait vraiment l'emploi le plus ingrat. C'était lui qui ramassait les douilles vides sur les stands. Milius s'était pris de sympathie pour le bonhomme, parce qu'encore une fois, il était très proche justement des vétérans, et en sympathisant avec Steve Canally, il s'est rendu compte que le mec, il avait une expérience de la vie incroyable, quoi. Et ça l'avait vraiment, ça lui avait brisé le cœur de voir quelqu'un qui avait vécu autant derrière les lignes ennemies, se retrouver à son retour du pays, à ramasser les douilles vides sur un stand de tir qui le payait, mais des clopinettes. On a l'impression de voir un Rambo, là. Bah, c'était la plupart des... C'est-à-dire quand tu vois le premier Rambo et tout, c'est-à-dire les vétérans du Vietnam, quand ils avaient vu le premier film, ils avaient tous une part de sympathie, en fait, pour Rambo, même si c'était un peu une version comic book de ce qu'ils avaient vécu. Ça n'avait rien à voir, si tu veux, avec le livre de David Morrell. À l'époque, quand Rambo devait être fait, c'était même pas Stallone, c'était Steve McQueen. Mais Milius et Canally, en fait, sont devenus très proches, et surtout, Steve Canally a été le premier conseiller technique sur Apocalypse Now. C'est grâce à Steve Canally que Milius a pu écrire Apocalypse Now. Parce que c'était la First Air Cav, c'était la sienne. Donc il racontait justement quelles étaient les traditions, le fanion jaune, etc. Et qui est effectivement la tradition de la First Air Cav. Une grande amie à moi, Jana, que j'embrasse, et une policière de New York qui a été en fait une vétérante de l'armée américaine et qui faisait partie de la First Air Cav. Et elle me faisait part justement de leur tradition, etc. Et elle me disait, non, ce qu'il y avait dans Apocalypse Now, quand tu c'était ça, absolument. Et Steve Canally a eu en fait ses débuts au cinéma grâce à Milius. Et pas simplement les films où il a été en fait réalisateur, mais les films où il a été scénariste. Il l'a fait apparaître dans tous ses films. Et Steve Canally, mais il le dit lui-même, c'est-à-dire à un moment donné, lorsqu'il était à une convention pour Dallas, qui était récente, il parlait de Milius. Il disait, je lui dois tout. Et il a été toujours fidèle. Toujours été fidèle, toujours été loyal. Pas juste ça, il y a aussi ses conseillers techniques. Il a toujours été fidèle à ses conseillers techniques. Milius, par exemple, parmi les personnalités justement de la sphère militaire dont il a été toujours proche, il y a eu ce personnage du 5e groupe des forces spéciales qui était entraîné à Fort Bragg et qui s'appelait Fred Rexer. Et Fred Rexer a été, pareil, c'était une bête de guerre le bonhomme. Fred Rexer a été aussi conseiller technique sur Apocalypse Now, après Canally. Parce qu'en fait, Fred Rexer a pris part à des opérations noires. Lui, il a été justement dans les missions officieuses, et c'était avec Fred Rexer qu'il a en fait donné plus de corps à toute la storyline relative à Martin Sheen sur comment est-ce que, voilà quoi, ne serait-ce que la réunion justement où tu voyais J.D. Spradlin, Harrison Ford, Jerry Zeismer et Martin Sheen justement. Ça, c'était quelque chose que Fred Rexer lui avait raconté. Il disait non, c'était la première chose justement, c'était savoir ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça. Il dit c'est carrément comme ça que tu postules pour une opération noire. Et tu dois fermer ta gueule, quoi qu'il arrive. Et t'as pas d'autre choix que d'accepter la mission à la fin. Genre, une fois que tu es rentré dans la confidence, c'est foutu. Et Fred Rexer est resté très proche de Milius durant toute sa carrière. Par exemple, Fred Rexer, il a un crédit de scénariste, et c'est un crédit avec John Milius, et c'était le scénario d'Extrême Préjudice, qui à l'époque devait se faire à la fin des années 70 chez Warner. Mais c'était plus possible à cause de ce qui s'est passé avec Big Wednesday. Mais c'était en fait un film d'espionnage, Extrême Préjudice. Le film, en fait, tel qu'il avait été écrit par Fred Rexer et par Milius, se focalisait en fait sur le major Paul Hackett, qui était le personnage joué par Michael Ironside, et sur un agent de la DEA qui venait d'être mis en place par l'administration Nixon, et cet agent de la DEA s'appelait l'agent Stark. Et il y avait parmi les personnages secondaires, justement, un personnage de Rangers, qui s'appelait Jack Bentin, et qui était basé, en fait, sur deux Rangers, qui étaient le Ranger Gonzalez, et le Ranger Jackson.
Le Ranger Gonzalez, il est très connu dans le milieu des forces de l'ordre pour avoir été en fait le Texas Rangers qui avait traqué le Phantom Killer, affaire qui avait inspiré le superbe film de Charles Pierce qui s'appelle The Town That Dreaded Sundown, où dedans il était joué par Ben Johnson, encore un habitué de Milius. Et il y avait Joaquin Jackson. Joaquin Jackson qui lui aussi est devenu un ami proche de Milius. Et Joaquin Jackson, c'était un Texas Ranger qui a une carrière mais absolument hallucinante et qui a inspiré récemment le personnage de Jeff Bridges dans Hell and High Water, dans Common Sharia. Et Joaquin Jackson apparaissait aussi dans les autres films de Milius, etc. Il était excellent. Dans Rough Rider, c'est lui qui confrontait Brad Johnson lors de l'attaque de la Diligence. Oui. En lui disant « Je sais à quoi tu ressembles, fils de pute, et tu vas finir au bout d'une corde. » C'était Joaquin Jackson. Et Extrême Préjudice se focalisait là-dessus. Et c'était Milius qui devait le faire. Ensuite, le film est passé à travers les mains de Walter Hill, et Walter Hill, en fait, a changé la perspective narrative, et il a opté pour celle du Texas Ranger. Le personnage de Stark était toujours dans le scénario. Il faut savoir une chose, c'est que le personnage de Stark, dans le film de Walter Hill, avait été joué par Andy Robinson. Rôle qui a sauté au montage, alors que Walter Hill a tourné toutes les scènes. Walter Hill a une version longue d'Extrême Préjudice qui dure plus de 2 heures, avec le personnage d'Andy Robinson. Carol Cole lui avait demandé de ramener le film à une durée raisonnable, et c'est Walter Hill donc qui a eu l'idée de supprimer totalement la storyline avec le personnage de Stark. Et ça a été aussi justement un point de discorde avec Milius par rapport à ça. C'était pas son premier point de discorde déjà avec Walter Hill. Parce que Walter Hill, il a une relation un peu particulière. C'est quelqu'un en fait. Geronimo aussi. Hein. Geronimo, ça a été. Il y a eu aussi, ça a été un gros problème. On sent du sous-Milius dans Geronimo. Enfin, on sent que ça a été édulcoré. Ça a été très édulcoré. Et la personne qui a parlé justement des tensions entre Milius et Walter Hill, c'était Wes Studi, celui qui jouait Geronimo, et qui racontait que lorsque le film a eu sa première à Westwood, Wes Studi a vu le film et il était resté sur sa faim. Il disait c'est bizarre, le film que j'ai vu, j'avais pas l'impression que c'était le film qu'on avait tourné. Et il était sorti en fait avant le générique de fin. En fait, et en sortant en fait de la salle, il y avait une personne à l'extérieur qui fumait son cigare, dégoûté, en colère. C'était John Milius. Et John Milius s'est tourné vers Wes Studi et lui a dit t'es sorti comme moi. Il lui a dit mais tu sais quoi, Wes? Tu as du sang sur tes mains. Comment tu as pu les laisser faire ce film-là? Et Wes Studi ne pouvait rien dire. Il partageait en partie le désarroi de Milius, mais il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait rien dire. Est-ce que tu penses que le métier de scénariste est un métier extrêmement difficile où on réduit ton scénario tu peux nous en parler. Tu sais que c'est un métier difficile. Ça a été l'enfer. J'ai vécu pas mal de choses, mais bon, ça après, je vais pas non plus m'attarder dessus. Hein. On est là pour parler de Milius. Mais par contre, la filiation qu'il y a, par exemple, avec John Milius par rapport à ce que j'avais écrit, c'est que le titre original du scénario était Miles. Et Miles, en fait, c'était le nom du personnage. C'était en fait, il avait raccourci son nom de famille de Milesovic à Miles. Et ça a été en fait à la suite d'une rencontre avec Tim Thomas. Tim Thomas m'a mis un truc dans la tête et j'ai jamais pu me le retirer. Il m'avait dit, tu sais Fatih, on a tous, notre destin en fait est dicté par notre patronyme. Je dis, comment ça? Et il me disait par exemple, pour moi, mon nom Brass, il y a le mot as. Il me disait ça. Et il me disait, les latins ont une expression pour ça. Ils avaient une expression pour ça, ils disaient nomen omen. Ton destin est dans ton nom. Et il me disait, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, etc., il me dit, essaye de voir justement quel est son nom de famille. Et bizarrement, c'est vrai, je me suis dit, c'est... Et en pensant à Milius, à chaque fois, je dis, mais Milius ressemble en fait au mot latin pour définir soldat. Ah oui. Moi, j'avais trouvé ça intéressant. Et j'avais gardé en fait le nom de ce personnage-là, justement, de cette façon-là, parce que c'était aussi l'une des phrases du film, ton destin est dans ton nom. Il y avait effectivement pas mal de choses qui renvoyaient au cinéma de Milius, ça c'est clair. C'était un peu évident. Ne serait-ce que par rapport au personnage, justement, le fait que c'était quelqu'un qui était très
qui était incroyablement doué, mais qui avait cette passion pour les armes, mais qui était à la fois en fait progressiste, mais qui était aussi très traditionnaliste en fait, et qui était issu d'une famille en fait de soldats qui s'étaient été distingués au cours de l'histoire, et qu'il avait cet héritage familial en fait qui pesait sur ses épaules, etc., etc. Il y avait aussi 2-3 autres choses qu'il y avait dans le scénario original et qui ont disparu à mon grand chagrin, mais en plus de ça, de la façon la plus horrible qui soit, et qui pouvait justement avoir une filiation particulière avec le cinéma de John Milius. Mais encore une fois, j'ai grandi avec c'est très difficile de s'émanciper en fait de ces modèles. Surtout lorsqu'on se met à créer. Miles, c'était mon 2e scénario, j'en étais très très fier, et ça a été. J'avais eu la chance en fait d'avoir eu tous mes scénarios qui ont été soit achetés, soit optionnés. Beaucoup de gens en fait qui sont des scénaristes professionnels, qui ont eu en fait une carrière, etc., me disaient, tu sais, t'as de la chance, ils me disent là pour le coup, tu peux continuer à vivre de ta plume. Ouais. Tu peux pouvoir faire ça. J'ai toujours cherché en fait à relativiser ma situation justement en prenant pour exemple la carrière de certains justement scénaristes dans l'histoire du cinéma. Milius en faisait partie. Il a travaillé avec la Warner pendant longtemps. Pendant les années 80 et 90, il a travaillé pour la Warner. Parmi les choses qu'il avait écrites pour la Warner, il y a eu des films qui ne se sont pas faits, mais qui pourtant sont absolument déments sur le papier, comme son adaptation de Sergent Rock. Ah oui, son adaptation de Sergent Rock et c'était Arnold qui lui filait staff. Sergent Rock, le scénario de Milius était dément. Il y a eu 3 scénarios qui ont été commandés par Joel Silver. Il y en avait un qui a été commandé à Milius, il y en avait un qui a été commandé à Shane Black, et il y en avait un qui a été commandé à David Watt Peoples. Celui de Milius était le meilleur des 3. Le meilleur des 3. Vraiment, c'est juste génial. Puis en plus de ça, la scène d'ouverture était absolument géniale, parce qu'il avait justement 3... Alors, moi qui suis fan de la BD Sergent Rock, le fait justement de faire de Sergent Rock en fait un Américain en fait, mais qui était d'origine allemande, mais Milius s'en était brillamment tiré. Vraiment. Parce que c'était le rôle, il fallait justement le tailler sur mesure pour Arnold. Et la scène d'ouverture, c'était génial, on voyait un vieil Allemand qui vivait dans une petite ville justement perdue des États-Unis, et qui rentrait chez lui avec ses courses, et qui se faisait caillasser par des mômes, qui le traitaient de sale allemand, sale kraut, etc., et qui lui jetaient des pierres. Et on voyait en fait son voisin, qui était un vieux black, qui l'aidait en fait à se relever, et qui disait « Je sais ce que c'est. Il dit « I know what it feels. » Et le vieil homme lui dit « Mais... je sais qu'aujourd'hui on vit une période trouble, etc. » Et il dit qu'il trouvait en fait consolation dans le fait que son fils est en train de servir son pays. Et là, on raccordait sur Arnold en Sergent Rock. Et il y avait des scènes qui étaient totalement ouf, totalement improbables. Par exemple, on voyait le personnage de sergent, du sergent se mêler à des officiers allemands en parlant allemand. Genre, il jouait aussi sur le fait... Et c'était génial, parce qu'on n'a jamais vu Arnold parler allemand dans un film. Et ça, c'était quelque chose que Milius avait envie de mettre en avant. J'ai lu le scénario de David Watt Peoples. Et tu veux savoir ce qu'est devenu le scénario de David Watt Peoples? C'est devenu en partie Inglourious Basterds de Tarantino. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que Joel Silver exècre Tarantino. Ah oui. Il le hait par rapport à ça. Parce que quand il lui a envoyé le scénario de Sergent Rock, sachant que Tarantino a toujours été fan justement du personnage, même s'il disait qu'il était plus proche de Sergent Fury in the Howling Commandos que de Sergent Rock, il a lu le scénario, il a trouvé le scénario de David Watt Peoples génial, mais il a dit ça me fait chier d'adapter en fait un scénario qui n'est pas le mien. Il dit je préfère faire mon film de guerre. Simplement, il n'a pas oublié quelles étaient les scènes qui lui avaient plu dans le scénario de David Watt Peoples. Et Joel Silver disait j'ai été floué par ce gars-là. Mais bizarrement, le scénario de Sergent Rock, il était réapparu dans les mains du collaborateur de Tarantino qui était Roger. Et Roger Avary, donc, me racontait, il était devenu proche de Milius, ils avaient des projets ensemble, mais il racontait que sa première visite chez le patron de la Warner à l'époque, qui était Lorenzo Di Bonaventura, le premier scénario qu'il avait mis dans les mains, c'était justement le scénario de John Milius, et Roger est tombé par terre, mais il disait, ce scénario était épique, genre, il me dit, il suffisait de lire ce scénario pour se sentir tout de suite petit. Genre, tu te disais, mais il n'y a que Milius qui peut faire un film pareil.
Ou alors quelqu'un, mais qui a une stature, mais beaucoup plus forte que la mienne. Bon, une personne aussi qui a été très importante dans la carrière de Milius et dont on ne parle pas assez, mais j'ai envie de dire, pas juste Milius. Il était devenu en fait le parrain de toute cette bande de scénaristes à Los Angeles, et c'était des scénaristes mais absolument excellents. C'était Lawrence Gordon. Ah oui. Lawrence Gordon, Larry Gordon, qui avait commencé en fait sa carrière chez Roger Corman. C'est lui en fait qui était un exécutif de AAP, et c'était lui par exemple qui était devenu le parrain de scénaristes comme Walter Hill, John Milius, Robert Dillon, Troy Kelly Martin, Lucas Heller, Harry Kleiner, etc. Quand on parle de Milius et quand on parle de sa bande, on parle systématiquement de toujours les mêmes. Gloria Katz, Willard Huyck, George Lucas, Spielberg, etc., etc. La bande de scénaristes, en fait, auxquels Milius appartenait, c'était les gars dont je viens de te citer. John Flynn, tous ces gars-là. Et ils avaient tous des projets en commun. Ça aussi, c'était quelque chose que j'ai appris et que je trouvais dément. C'est qu'il y avait en fait vraiment une proximité entre ces gars-là, entre une unité, genre voilà, c'est-à-dire on va faire en sorte de voir faire par exemple les films qu'on a envie de faire, mais on va se mettre d'accord sur savoir qui fait quoi pour ne pas justement empiéter sur le territoire de l'autre. Ça, c'était une excellente mentalité. Et par exemple, ils avaient tous des projets en commun absolument déments dont on n'a pas entendu parler. Genre, ils voulaient, par exemple, entre autres, parmi leurs projets, c'était faire un remake de Symphonie pour un massacre de Jacques Doré. Ouais. Ils avaient adoré le bouquin qui avait été adapté par Claude Sautet et par José Giovanni, mais Walter Hill, Flynn et Milius disaient « Putain, le bouquin est quand même beaucoup mieux, ce serait quand même bien d'en faire un film. » Et c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup le film, et je l'aime plus par rapport à Jean Rochefort, qui était super dedans. Mais voilà, il y avait ça. Ils avaient eu aussi pour idée de faire un film, un spin-off des 7 mercenaires, qui était uniquement consacré au personnage de Brick, le personnage de lanceur de couteau, joué par James Coburn. Et à un moment donné, ils voulaient en faire carrément un western à l'italienne. Genre, et c'était Jacques Dorfman, le producteur français, qui était censé le produire. Il y avait ça. Puis il y avait aussi ce projet absolument fou que Milius voulait faire à tout prix. Et Milius, il avait clairement dit, ce bouquin, c'est moi qui l'adapte. Après, vous vous démerdez pour savoir qui va le réaliser. Et c'était un livre totalement ouf qui s'appelle The Man Trackers de William Mulvihill. Et qui est un putain de livre qui raconte l'histoire en fait d'un soldat, d'un officier de l'armée impériale allemande, il s'appelle le Captain Pfeiffer, et qui est en fait quelqu'un qui est issu d'une famille militaire, d'une longue lignée justement de soldats, qui est justement, genre, sa carrière a été tracée. Ce mec-là allait finir justement comme étant le bras droit du Kaiser. Et c'était un tacticien hors pair, c'était un meneur d'hommes, etc., etc. Et qui avait une passion particulière, c'était la chasse. Et on voyait le capitaine Pfeiffer partir traquer en fait un léopard. Et le léopard a eu le dessus. Et il l'a laissé pour mort. Et on a sauvé donc le capitaine Pfeiffer, et il est totalement défiguré, etc. Genre, je crois qu'il lui manque un bras, etc. Genre, et quand il retourne justement en Allemagne, plus personne ne veut de lui. Parce que en fait, son aspect physique est tellement repoussant que on se débarrasse de lui. Et il part dans une dérive totalement folle, où il décide de retourner en Afrique pour exterminer justement toutes les bêtes sauvages d'Afrique. Ouais, pour vendre ça, c'est chaud. Et en fait, le mec, il veut provoquer un génocide animal. Et il se retrouve à être pourchassé, à être traqué par un ancien soldat britannique qui est devenu mercenaire en Afrique. Et qui hallucine, genre, il traverse la savane et il voit justement des corps d'animaux sauvages, mais qui sont mutilés. Et à un moment donné, ça prend une telle disproportion que ce soldat, juste cet ancien soldat anglais, traque le soldat allemand pour le tuer. Le bouquin est hallucinant. Et c'est un projet qui tenait à cœur à Milius. Pour vendre ça, par contre, c'est chaud. Bah là, pour le coup, c'était lui qui l'avait adapté. Et
Walter Hill, en fait, et John Flynn se disputaient la mise en scène. Ils se demandaient qui allait le faire. Et au final, le projet, il a stationné sur une voie de garage. Il y a eu ça. Il y avait aussi un projet super intéressant qu'ils avaient les trois. C'était un remake de Sanjuro, la suite de Yojimbo. Et le truc qui était quand même un peu fou, c'est qu'ils voulaient offrir le rôle à Eastwood pour transformer, en fait, de façon officieuse, la trilogie des dollars en tétralogie. Ah ouais, d'accord. Et Milius avait une proximité avec Eastwood, donc ils se sont dit, le projet n'a jamais pu se faire. N'a jamais pu se faire. Léon s'en était mêlé.